Nous décortiquons ce matin ce mouvement qui prône l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie publique. Nous parlons du féminisme. Nous allons démarrer par, concrètement, le rôle de la femme dans les sociétés africaines, comprendre les conditions de la femme qui ont quelque peu emmené ces mouvements féministes. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre thématique, c'est quoi le féminisme? Voici mes invités. Je vous présente la femme féministe qui est très activiste en matière de droits sexuels et santé reproductive. Bonjour, Sana Léa Glago. Bonjour, chers consoeurs. Bonjour à tous nos téléspectateurs, à tous nos internautes également et bonjour à tous ceux qui font le combat féministe et qui ne sont pas des femmes. Voilà, donc je rappelle que vous êtes activiste en matière de droit à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Alors, ceux qui ne sont pas femmes mais qui font le combat féministe. Bon, je ne sais pas si ceux que je m'en vais vous présenter font le combat féministe. Il s'agit de Maurice Assogba, il est sociologue des sociétés et des cultures. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes féministe? Non. Ah. Je suis humaniste. Vous êtes humaniste, d'accord. André Alironou, psychologue, bonjour. Bonjour. Puisqu'il sait qu'il va lui poser la question. Non, c'est... Humaniste, féministe, Masculiniste. Ah, bon. Bon, allons-y voir. Ça ne me situe pas là. Bon, vous êtes de tous les combats. J'aviserai au cours du débat. Au cours du débat, vous avez D'accord, pourquoi pas, vous en avez le droit. On va commencer ces échanges avec cette problématique, celle de comprendre d'abord concrètement le rôle des femmes dans les sociétés avant d'en arriver donc au combat actuel de certains activistes. Et ce sera une tâche évidemment dévolue au sociologue des sociétés et des cultures, Monsieur Assogba. Naturellement. Voilà, donc on vous écoute. Essentiellement, dans les sociétés africaines, je préfère utiliser le terme les sociétés africaines au lieu de la société africaine. Donc, dans ces sociétés-là, les femmes ont essentiellement un peu les catégoriser en deux rôles. Un rôle de reproduction et un rôle de production. Production, je commence d'abord par le côté le moins essentiel. Production, pour dire qu'elles sont amenées aux côtés de l'homme à travailler pour faire entrer soit de matériel, quelque chose pour qu'on puisse entretenir matériellement la famille. Donc ça, c'est le premier rôle, un rôle de production. Mais le rôle le plus essentiel des femmes dans les sociétés africaines, c'est un rôle de reproduction. Disons, c'est elles qui doivent concevoir les enfants pour que la famille puisse s'agrandir. C'est en ce moment-là que je parle de rôle de reproduction. Donc c'est elles qui sont beaucoup plus chargées dans ce rôle de reproduire, d'engendrer, de mettre au monde des enfants, etc., etc. De prendre soin de ces enfants-là, etc., etc. Voilà. Dans la production, elle est seule? La plupart du temps, dans différentes cultures, c'est l'homme qui tient la vraie place de production. La plupart du temps, c'est comme ça. Il y a des exceptions. Hein. Dans certaines cultures, il y a des exceptions où ce sont les femmes qui prennent beaucoup plus le rôle de production, mais dans la plupart des cultures africaines, les hommes prennent beaucoup plus le rôle de production et ces hommes-là sont suppléés souvent par les femmes qui sont juste à côté pour apporter un appui à ces hommes. Mais le vrai rôle de la femme, c'est un rôle de reproduction. Et j'aimerais dire aussi souvent, en citant cet auteur français-là, Claude Lévi-Strauss, qui dit « Les femmes aussi ont un autre rôle d'équilibrer un peu les groupes sociaux. » Parce qu'à travers cette circulation des femmes, quand un groupe A va chercher une femme dans un groupe B, ça crée une certaine cohésion à travers tous les groupes sociaux dans une communauté. Donc ça, c'est un troisième rôle, mais pas faiblement représentatif des rôles que jouent les femmes en réalité. Mais dans ces différents rôles, est-ce qu'elles sont marginalisées ou quelles sont ces conditions pour qu'on en parle aujourd'hui, qu'on en arrive aujourd'hui au combat féministe? Oui, bon, est-ce qu'elles sont marginalisées?
Et il existe sans aucun doute des problèmes au niveau de chaque culture, de chaque organisation, de chaque système. Il existe sans aucun doute des problèmes. Quand vous prenez par exemple, je vais me référer d'abord à l'histoire avant d'en arriver au temps que nous vivons actuellement. Et dans différentes situations, dans différents pays, dans différents continents. Quand je vais par exemple prendre en Europe, avant la Seconde Guerre mondiale, effectivement, les femmes étaient considérées comme des êtres entièrement à part. Je vais prendre Je te prête le mot, elles étaient chosifiées. Elles étaient plus ou moins chosifiées, c'était juste un rôle de nourricière, de ménagère. Voilà, c'était la propriété des hommes. Il a fallu beaucoup de combats. Après, Charles de Gaulle est venu, et puis maintenant, par exemple en France, ce n'est que dans les années 1960, 1950, j'ai un peu oublié la date, que la femme obtient le droit de vote. Ne serait-ce que le droit de vote. Et ce mouvement-là, comme c'était un combat continuel depuis des années en Europe, et beaucoup plus dans le monde occidental, donc progressivement, ça a créé ce qu'on appelle un mouvement féministe, avec des études sur le genre, avec les Margaret Mead, etc., etc. Bon, prenons maintenant notre continent, l'Afrique. Dire que les femmes étaient marginalisées, je ne crois pas forcément à ça. Je ne crois pas forcément à ça. Je crois que chaque culture a donné ce que j'appelle le cahier de charge, que ce soit homme, que ce soit femme. Par exemple, dans la culture Yoruba, effectivement, ce sont les hommes qui sont devant. Ce sont les hommes qui prennent les décisions, en tout cas officiellement. Mais dans toutes les cultures? Non, non, pas dans toutes les cultures. Ah. Pas dans toute la culture. Dans la culture Yoruba, pour l'instant, dans la culture, par exemple, en Afrique ici, dans la culture Akan, c'est pas forcément les hommes qui prennent les décisions. Ce sont les femmes qui prennent les décisions. Parce que la société est beaucoup plus matrilinéaire. Je parle ici des sociétés patrilinéaires. Donc ici, ce sont les hommes qui prennent les décisions. Mais en sourdine, la femme peut influencer ces décisions. Elles ne sont pas forcément au premier plan. Elles ne sont pas forcément au devant de la scène pour prendre les décisions. Elles sont beaucoup plus en retrait. Mais elles peuvent facilement influencer ces décisions que nous prenons. Je prends encore un autre exemple. Oui. Dans tout ce qui est culte vaudou, il y a un certain niveau de puissance auquel les hommes ne sont pas autorisés, ne peuvent pas franchir. Beaucoup plus les femmes qui peuvent franchir. Si vous avez un expert en vaudou, il vous dira, il vous confirmera ça. Mais pour dire que dans toutes les cultures, chaque genre, féminin comme masculin, a un cahier de charge, a une façon de se comporter, doit se comporter d'une certaine manière. La culture l'a prévu pour que le tout soit plus harmonieux. C'était toujours comme ça dans pratiquement toutes les cultures. Cependant, je ne nie pas qu'il y ait eu des problèmes lorsque on a changé d'état. Nous sommes passés de nos communautés qui étaient plus ou moins restreintes à un état dit moderne, avec une certaine indifférenciation des genres. Que ce soit homme, que ce soit femme, nous tous maintenant, comme nous sommes dans un état moderne régi par des lois, nous tous, nous sommes un aux yeux de cet état-là. C'est-à-dire que maintenant, aux yeux de la loi, il n'y a ni femme ni homme. Il n'y a que des citoyens, il n'y a que des personnes. Il n'y a que l'être humain. Il n'y a que l'être humain. Et comme nous avons hérité de nos cultures qui ne nous ont pas disparu, on vit avec, tantôt avec l'état moderne, tantôt avec nos cultures, et souvent il y a un petit conflit, il y a un petit chevauchement de ces cultures qui fait qu'à un moment, on ne sait plus quoi faire, qui fait quoi fait quoi, etc., etc. De telle sorte que ça a commencé à créer maintenant un petit problème. Bon, ça a commencé à créer des problèmes d'identité. Et ces problèmes d'identité-là sont en train d'envoyer certaines personnes à se dire non, nous les femmes, nous sommes féministes. Bon, certaines femmes défendent le féminisme, d'autres hommes disent non, culturellement, c'est pas comme ça. Faire créer un fourre-tout dans lequel personne ne s'en sort actuellement. Ah, un fourre-tout. Oui. Je suis sûre qu'elle n'est pas d'accord. Bon, elle va nous dire ce qu'elle entend par féminisme, vu que elle fait ce combat-là. Ah ben, je remercie le sociologue. En fait, c'est toujours bien d'écouter les techniciens de la société. Ça permet d'avoir une meilleure idée. C'est vrai que je ne suis pas complètement pour tout ce que notre sociologue a dit, mais je reconnais qu'il a dit des choses qui existent et qui sont là, parce que dans son rôle de technicien, il ne fait qu'analyser les faits de société. Absolument. Et je suis heureuse de faire ce débat avec ces techniciens parce que
on a toujours pensé que le combat féministe était un combat qui devait pouvoir nous permettre de nous battre pour des questions qui nous réunissent en fait. Parce que tous autant que nous sommes, hommes ou femmes, nous aspirons à ce que notre société soit plus juste et que chacun puisse s'y sentir à l'aise et pouvoir faire quelque chose. On ne va pas retourner dans l'histoire du féminisme, mais nos téléspectateurs doivent retenir simplement que quand on dit féminisme, on dit un combat pour l'égalité des genres. Égalité, hein? L'égalité. Parce que le féministe et le sociologue a fini par ça. Il disait que dans nos tests aujourd'hui, on reconnaît que l'homme et la femme sont égaux en droit. C'est ça, hein? Et en devoir. Donc, pour moi aujourd'hui, je souriais depuis parce que je me dis que, et à l'entame, j'ai dit que ce sont des hommes féministes parce que pour moi, en fait, il n'y a pas de combat qui nous oppose. Parce que nous aspirons tous à quelque chose de bien. Quand on dit féministe, c'est dans l'entendement, surtout de nos sociétés africaines, qu'on a l'impression en fait que c'est un combat qui oppose et c'est un combat de gladiateurs où on doit s'entretuer. Femme contre homme. Parce qu'on n'est pas habitué à voir des femmes défendre des femmes. Le combat féministe, en fait, c'est quoi? C'est juste donner la parole à des femmes qui ont pu atteindre un niveau donné de pouvoir défendre d'autres femmes qui semblent vulnérables ou qui sont vulnérables parce que brimées dans leurs droits dans la société. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis une femme. Je suis là et je vois un enfant qui est maltraité. Alors que l'enfant est une femme comme moi, par exemple, quand on prend la femme, c'est que je dois tout faire pour qu'on ne puisse plus maltraiter cette fille-là, qu'on ne puisse plus la forcer à se marier. Ce n'est que ça. Et je disais au départ que les hommes étaient plus féministes que nous parce que les hommes ont toujours défendu les femmes, même si à certains niveaux de la société, même s'ils en avaient envie et qu'ils voyaient l'injustice que nous, femmes, nous voyons aujourd'hui et que nous craignons, quand ils sont minoritaires, leur voix ne porte pas. La maltraitance des enfants, ça a toujours existé dans nos sociétés. Quand on se réunissait devant la case du roi ou du chef du village, parce qu'il y avait un problème dans une famille, on en parlait. Mais jusque les voix et les arguments pour défendre et faire comprendre à la société que ce qu'on faisait n'était pas bon, ces voix n'étaient pas nombreuses. C'est ce que moi je pense. Et donc aujourd'hui, des femmes qui longtemps ont été brisées, brimées, se sont dit, faisons quelque chose pour nous-mêmes. Si les hommes sont censés, nous sommes pour la plupart dans des sociétés patriarcales, et que les hommes sont censés nous défendre, et qu'il manque d'arguments pour nous défendre, eh bien nous-mêmes nous allons monter au créneau pour nous défendre nous-mêmes. Je pense que c'est simplement le combat que nous faisons. J'attends peut-être la réaction du sociologue et du psychologue. Non, c'est juste ce combat-là. Ce n'est pas un combat où nous voulons passer sur les hommes pour avoir tout ce que nous voulons. Mais pas du tout. Nous voulons juste qu'on nous reconnaisse que nous avons des droits aussi, que nous sommes des êtres humains comme les hommes, même si nous n'avons pas cette force que la société donne à nos hommes. Mais nous voulons juste exister, être à leur côté, pouvoir faire quelque chose. Ce n'est que ce que nous réclamons. Et quand vous voyez, quand on fait le point de plus en plus, c'est des femmes qui sont violées, c'est des femmes qui sont la plupart marginalisées, même si aujourd'hui, et dans ma définition pour là, j'ai parlé de genre, même si aujourd'hui, il y a des hommes qui sont violentés, qui sont brimés, dont les droits sont brisés, même s'ils ne sont pas au devant de la scène pour se plaindre, il y a des femmes qui défendent quand même ça. Donc, qu'on ne se mette pas dans la tête que, parce qu'on est féministe, on veut opposer une société, on veut tout revoir, on veut mélanger tout le sable et reconstruire, refonder la société, pas du tout. Nous voulons juste être écoutés, nous voulons juste qu'on nous défende plus, nous voulons juste que nos droits soient plus respectés, nous voulons juste être aux côtés des hommes, parce qu'aujourd'hui, les hommes même nous ont permis d'aller travailler, de faire quelque chose. Il a parlé de notre façon de production. Peut-être qu'aujourd'hui, il me dira que notre façon de production a pris plus d'ampleur et que de plus en plus, les femmes sont productives dans la société. Donc, nous voulons juste jouer ce rôle-là parce qu'on reconnaît aussi que les hommes ne peuvent pas tout faire pour nous. Et quand on va aller dans une société où il y a un homme qui a beaucoup de femmes, avec toutes les charges aujourd'hui, l'homme même reconnaît, même s'il ne le dit pas, qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Mais quand il a une femme qui a un petit niveau, qui a un petit commerce, qui fait quelque chose, la femme, vaille que vaille, même si ce n'est pas beaucoup, la femme fera quelque chose en attendant que papa ne vienne faire quelque chose. Donc ce n'est que ça. Donc votre combat, ce n'est pas de monter la tête aux femmes. Le combat des féministes n'a jamais été de monter la tête aux femmes pour aller contre les hommes. C'est la réceptivité de la société. Je vous ai dit à l'entendre qu'on est dans une société patriarcale où c'est l'homme qui a le droit de parler, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Et quand vous commencez pas dans une société comme ça, vous commencez pas à dire que la femme aussi doit. J'ai dit doit. C'est que ça choque.
Maintenant, il y a aussi il y a le langage, il y a la posture que nous femmes nous tenons. Moi, j'ai toujours fait ce combat-là. Je suis toujours restée avec des hommes. Je n'ai jamais eu de problème. Je ne me suis jamais déchirée avec quelqu'un. Et je ne le ferai pas avant de finir ce plateau. Je pense qu'on va finir par s'entendre, puisqu'on mène tous le même combat. Donc, c'est une question de perception, c'est une question de posture, c'est une question de réceptivité de ce que nous sortons, du choix des mots aussi, quand nous faisons ce combat-là. Oui, vous, peut-être, vous le définissez bien ou mieux, je ne sais pas, mais comme je le disais, c'est la réceptivité du message, de qui également donne le message. Ben oui. Est-ce que, dans les faits, dans vos sensibilisations, le message est reçu tel que vendu? Ce sera l'interrogation, mais je reviendrai à vous. Le temps pour André d'Amplacine. Vraiment, merci aux chers collègues qui sont là, Léa et pourquoi j'ai dit Maurice, voilà. Vraiment, je pense que je ne peux pas mieux tomber que ce plateau, parce que tout de suite, je vois que la récupération, l'interprétation dans l'opinion publique est totalement différente de ce que c'est réellement. Et c'est pour ça que je remercie encore ETélé d'initier ces débats-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître, c'est pas comme le féminisme est vu dans l'opinion publique comme le tort, le défenseur du tort qu'on fait à la femme. Comme si sans la femme, le monde n'est rien. Et que la femme dans le monde aujourd'hui est maltraitée, traitée comme une chose. C'est au pire des cas, la chose a plus de valeur que l'être femme. Alors qu'en réalité, non, c'est pas ça. Et comme vient de le dire, vraiment en long et en large et en mots, on ne peut pas expliquer plus clair que l'a expliqué tout à l'heure Léa. Donc je pense que c'est nos jeunes sœurs qui doivent se réintégrer ou se réapproprier, je vais dire, le concept. La femme, pour moi, le féminisme, dans toutes les sociétés, Maurice l'a dit, la femme a toujours une place de prédilection. Comment ça s'est passé pour qu'on perde de plus en plus cette place-là? C'est plutôt l'interrogation qu'on doit se faire. Et comment arriver à récupérer cette place de prédilection au lieu de se mettre... Parce que quand moi je regarde dans tout, et quand on va vraiment au fond, depuis la création, la femme a toujours été placée au-dessus de l'homme. Oui, c'est la dernière chose que Dieu a créée. Mais c'est à cette chose-là, excuse-moi, mais c'est à cette dernière chose créée, à cette dernière créature, je vais dire, que Dieu a donné son plus fort pouvoir. Quand Dieu a fini de créer la femme, qu'est-ce qu'il a encore créé? Dites-moi. Il allait se reposer depuis, on dit, 2000 ans. Plus que, bon, j'aimerais bien avoir ce repos de 2000 ans aussi. Je ne sais pas si c'est 2000 ans. C'est Jésus que ça fait 2000 ans, je pense. Bon, voilà, c'est Jésus que ça fait 2000 ans. Ok. Donc si on remonte juste depuis Adam, vous voyez, c'est impossible. Depuis la création de Ève, il n'a plus créé rien. Et il a donné ce pouvoir à Ève de continuer la création. Quelqu'un dit, et à juste titre, tout ce que vous voyez après, c'est la femme qui a créé. Abel, Caïn, ils ont été créés par la femme et par Ève. Et puis ça a continué. Bon, c'est ce que l'histoire nous a... Donc, pourquoi elle veut perdre ce pouvoir pour maintenant, je ne sais pas, récupérer des miettes qui n'existent pas? Je pense que le combat doit être récupéré. D'où est-ce qu'on est parti? Pourquoi aujourd'hui on n'a plus ce privilège-là? Maurice a évoqué tout à l'heure dans les couvents. Regardez la société africaine, aussi dure, aussi, je vais dire, barbare qu'on nous l'a vendu, nous-mêmes Africains. Non, dans tous les cultes. Moi, j'ai été ahuri en 2007, 2006, 2007 d'apprendre, parce que j'étais dans les parages de Pobert, de Onigbolo, là, d'apprendre que ce culte qu'on craint tant, le holo là, qu'on craint même les hommes, même les initiés, et que c'est la femme qui tient le couvent. Juste pour dire, malgré ça, la femme a un pouvoir de prédilection dans ce couvent. Juste pour dire quoi? La force de la femme, surtout de la femme,
africaine, il faudrait que, et sa place, il faudrait qu'elle arrive à se l'approprier, à l'accepter. Et maintenant, à exercer ce pouvoir qu'on lui donne. Au lieu de laisser et de rentrer dans des débats importés qui ne s'adaptent forcément pas. Parce que, honnêtement, oui, on dit aujourd'hui, féminisme, c'est venu d'où? Est-ce que quand on fait le débat là, je prends chez mes frères Adja, ou quel que soit qui tu es, c'est la femme qui fait ta richesse. Plus tu as des femmes battantes qui prennent soin de toi, plus tu es considéré dans la famille. Et pour ne pas dire dans la société. On parle sous le contrôle du sociologue. Bien sûr, tout à fait d'accord. C'est ta femme et l'éducation qu'elle donne à tes enfants qui font toi, homme, ta valeur. Maintenant, pourquoi les femmes Adja, excusez-moi, vont perdre ce privilège d'être la référence de leur homme pour vouloir être égaux aux hommes? C'est-à-dire, je suis au-dessus, maintenant je vais faire le combat pour venir me mettre au niveau de celui que je domine. Donc, je pense en réalité que le combat, même si je vais peut-être vous faire rire en allant dans un sens un peu humoristique quand même, est déplacé, c'est vrai. Le combat est déplacé parce que, vous voyez, quel que soit ton statut dans la vie, dans le monde, quel que soit qui tu es, hors caméra, devant caméra, etc., tu vas toujours t'agenouiller devant une femme. Tu vas forcément toujours t'agenouiller devant une femme. Peu importe, talon, pape, si, se met. Compris. Donc, maintenant, pourquoi est-ce qu'elle voudrait perdre cette place-là, ce privilège? Je continue de dire, ce combat, je pense que Léa il n'est pas adapté à notre... Léa l'a trop expliqué. Il faudrait que on réexplique ça comme ça pour que les gens comprennent que le combat n'est pas... On cherche à nous mettre, non. On veut avoir plus d'espace dans les nouvelles choses, comme l'éducation. Que les hommes soient plus sensibilisés à mettre les femmes à l'école, à les marier, à ne plus les marier plus tôt et à contribuer à ce que elles aient aussi cette culture intellectuelle, etc., etc. Qu'elles aient leur autonomisation. Parce que si on se refait à la culture Adja, plus la femme est autonome, plus son homme est riche. Donc, moi, homme, c'est sensibiliser les hommes à dire, je vais dire les Béninois, les Africains à dire, plus ta femme est riche, plus tu es riche. Maintenant, à éduquer la femme pour que, quand elle va devenir riche, ça ne lui prenne pas la tête parce qu'elle n'aura aucun homme. Et, etc. Donc, je pense que c'est plutôt ce combat qu'il faut faire et non de dire, bon, ok, parce que on a tapé, on a rapporté qu'on a tapé 2-3 femmes, et donc, elles sont maltraitées. Léa vient de dire, les hommes sont maltraités aussi. Mais ils n'arrivent pas à le dire. Et quand on va aller dans ce sillage-là, on va peut-être voir que les statistiques ne sont pas très loin. Ne sont pas très loin. D'accord. Donc, il faut quand même apprendre à vraiment mieux s'éduquer et mieux se orienter. Mais au vu de ce cas dénoncé tout à l'heure, André Léa, pensez-vous que ce combat est vraiment adapté à notre société, bon, je vais dire au Bénin ou bien à nos sociétés africaines? Le combat vaut la peine d'être fait. C'est la manière dont le combat est fait qui n'est pas bon. Parce que nous sommes dans une société, effectivement, qui fait face à des chocs extérieurs, qui fait face à des chocs exogènes. Et face à ces chocs, il y a forcément des déviances sociétales sous le contrôle des techniciens qu'on remarque. Et ce sont ces déviances qui en amènent à ces exagérations que nous appelons aujourd'hui violences de toutes sortes que subit la femme. Tout le monde est convaincu et sait que la femme a un pouvoir. Seule la femme n'a pas conscience qu'elle a un pouvoir. Fort heureusement, avec l'aide des hommes, on commence par comprendre, nous femmes, qu'on a un pouvoir.
Quand je vais dire ça, je sais que les téléspectateurs vont rire, vont dire, mais pourquoi chaque fois elle veut que nous fassions le combat? Je sais que vous faites le combat avec nous. C'est juste notre approche à nous femmes qui fait qu'on se heurte. Moi, je suis convaincue de cela. Et j'ai du plaisir souvent à dire, vous me connaissez, et Angèle, que souvent, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que des hommes m'y ont poussé. Si je suis un exemple de ce que... Des femmes aussi. Oui, des femmes forcément. Mais en fait, moi, je mets plus l'accent du côté des hommes parce que je me dis que les hommes aussi ont besoin qu'on les défende. Oui. Je l'ai toujours dit depuis que j'ai pris conscience de certaines choses. Pour dire quoi? Si mes parents m'ont mis au monde et que le papa est le chef de famille et que maman a beau vouloir dire j'aide ma fille a le droit d'aller à l'école, tout ce qu'elle veut, que papa refuse, j'irai pas à l'école. Donc on ne va pas dire que les hommes nous briment. Ce qui est souhaitable, c'est que nous puissions convaincre davantage les hommes de ce qu'ils doivent, de protéger la femme et de lui donner les moyens d'être elle-même. Et ce combat ne peut pas être fait dans la force, dans la brutalité, dans l'opposition, dans l'agression. Ce sera un combat vain. Et ça va pousser des gens comme vous, animatrices, à dire que c'est un combat qui n'en vaut pas la peine. Moi, je ne suis pas affirmative. Hein. Non, je suis interrogative. Je pose la question. Oui, c'était ce que je voulais dire. Parce que vous prenez l'égalité. Non. Est-ce que dans l'absolu, même, non, ma chérie, la femme peut être égale à nous, les hommes des médias, nous avons ce penchant d'utiliser les mots tels que nous les concevons de façon crue. Commençons également par faire l'effort de ne plus utiliser certains mots. Comme dans l'effectivité, dans la faisabilité, il n'y aura jamais d'égalité dans la vie humaine. Ça n'existe même pas dans la vie animale. Donc, ce n'est pas dans la vie humaine, ça va exister. Parce qu'il y aura toujours qui seront riches, il y en a toujours qui seront pauvres, il y en a toujours qui seront ceci, il y en a toujours qui seront ceci. Donc, ça n'existe pas. C'est un idéal que ceux qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme et qui peut-être ont écrit la Constitution béninoise, puisqu'on est au Bénin, ont mis pour dire, faisons l'effort de tendre vers cet idéal-là. C'est un idéal. Il n'y a pas de baguette magique pour qu'on y arrive. Mais par contre, si vous voulez des solutions pour qu'on y arrive et pour que le combat soit bien fait, moi j'ai toujours depuis quelques années dit qu'il faudrait que non seulement la femme prenne conscience de son rôle, mais qu'elle comprenne que dans son rôle de reproduction, il y a à côté son rôle d'éducation qui fait que c'est ce qu'elle apprend à un enfant, garçon ou fille, qui fait que demain ce garçon ou cette fille devient déviant ou ne devient pas déviant et la société se porte mieux. Pour dire quoi? Je suis amplement d'accord avec cette Je suis une femme. Vous achetez, vous vivez. J'ai fait des enfants. Ça, j'achète. J'ai fait des enfants et je martèle tout le temps à mon garçon. Tu es l'homme fort. Tu as le droit de vie et de mort demain dans ton foyer. C'est toi le super chef. Tu fais tout ce que tu veux. Non, ta femme... Ça, la même, c'est fort. C'est déjà trop difficile. Ou bien... Juste, tu es un homme. Tu es un homme. Un homme ne pleure pas. Tu es un homme. Merci. Finalement, voilà un homme, en fait, finalement, qui tisse sur quelque chose. Hier, nous-mêmes, j'étais devant la télé, on a utilisé... J'ai dit, mais quand même, c'est une bêtise. L'homme a le droit, l'homme garçon, là, a le droit de ressentir des émotions autant que la femme. Si l'émotion n'était pas une bonne chose, pourquoi Dieu nous a donné la possibilité de tous pleurer, de tous rire, de tous faire les mêmes choses? Arrêtons, chère femme, de dire à nos garçons, tu es un homme. Tu ne dois pas pleurer. Un homme pleure. Bien encore que peut pleurer. Jésus a pleuré sans picote. Il peut pleurer, tourner le dos, pleurer seul, mais il pleure. Parce que quand vous arrachez l'émotion, l'émotivité à un être humain, vous en faites un monstre. Et là, je parle d'un garçon, mais c'est pareil pour des femmes aussi. Il y a des femmes à qui on apprend, on dit, au nom de ce féminisme, tu es femme, tu as le pouvoir, que personne ne te marche dessus. Demain, elle va prendre un mari, elle va penser que le mari est sous elle. Le foyer va péter un câble. On va dire que c'est les féministes, et c'est parce qu'elle fait du féminisme qu'elle ne peut pas rester dans un foyer. Non, c'est l'éducation qu'on lui a donnée. On ne donne que ce qu'on a reçu. Donc, commençons par faire un effort sur l'éducation que nous donnons à nos enfants. Apprenons à nos enfants la douceur, apprenons à nos enfants l'amour, apprenons-leur le travail, apprenons-leur tout ce que nous voulons, mais apprenons-leur tout cela. C'est que dans la souplesse, la femme est douceur. La femme est... quand je dis ça, ce n'est pas que je faiblis la femme. Excuse-moi, quand tu es une femme et que tu es un homme, et tu te demandes tout le temps quelque chose de façon agressive, tu ne te donneras jamais.
Parce qu'il sait que ça t'irrite, il fera toujours tout pour t'irriter. Et quand tu vas te fâcher, lui va garder sa chose pour lui. Quand il va sortir, il ouvre la porte, il voit une jeune fille, elle va même rien faire, il va lui donner cadeau. Et tu vas pleurer dans la chambre. Elle va nous dégoûter. Mais par contre, quand tu veux demander quelque chose à ton homme, et tu as la manière, tu as la souplesse, même s'il n'en a pas, elle a ouvert. Quand tu commences, il dit arrête, tu veux aller où? Et quand tu demandes et que tu n'as pas ça au moment opportun, patiente. Même nous-mêmes qui sommes ici, là, quand nos enfants nous demandent en tant que maman de l'argent ou quelque chose pour faire quelque chose, dîner, je n'en ai pas maintenant. Patiente un peu, j'ai pris bonne note de ce que tu veux, le temps que je te donne ça. Et l'enfant se calme. Mais pourquoi on ne veut pas faire ça? C'est une question d'éducation qu'il faut véritablement revoir. Maintenant, nous qui sommes là et qui faisons le combat, il y a également, malheureusement, les préjugés, les clichés qui font que notre combat ne portera pas. Oui, parce que et c'est là où j'aimerais demander aux hommes, je peux ne pas être parfaite, je peux avoir beaucoup de contre-valeurs, mais prendre conscience un jour que je dois lutter et œuvrer pour le bien-être d'une autre femme, pour qu'elle ne vive peut-être pas ce que j'ai vécu ou qu'elle ne fasse pas les mêmes choses que moi. Ce n'est pas pour autant que parce que je suis féministe que je dépends. Je le dis et je donne un exemple simple. Elle n'a pas un mari. C'est une prostituée, entre griffes. C'est le mot qu'on utilise. Elle va donner des leçons à qui? Elle peut donner des leçons. Parce que quand tu es tombé à genoux et que tu as souffert, tu prends conscience de certaines choses que tu ne voyais pas. J'espère que les techniciens vont prendre la parole pour expliquer. Et tu te dis, faisons tout pour que ça ne se reproduise pas. Ça ne veut pas dire que... Mais par contre, il y a aussi parmi nous qui, excusez-moi, qui ont leur vie qui n'est pas clean, comme on le dit, et qui font le combat, et ça ne donne pas de crédibilité parce que malheureusement, on est dans une société où on se juge sur tout. Et quand ça aussi les rend, mon Dieu, non, bon. Tu n'es pas femme au foyer, on va dire. Tu es femme au foyer, on va dire. Tu es prostituée, on va dire. Tu n'es pas une prostituée, on va dire. Tu n'es pas ceci. Et ça aussi, bien. Donc, chers féministes, pour moi, doivent commencer par se calmer. Et t'es dans Zoom, même si on t'insulte ce que tu es de sale, et que tu veux faire le combat pour défendre les droits d'autres personnes, fais-le dans la manière dont ton combat va porter. Je m'en arrête là. Oui, vous faites un féminisme actualisé. Non, mais à un moment donné, très actualisé. Il faut contextualiser. On ne peut pas prendre le féminisme tel que c'est fait dans d'autres pays pour dire chez nous ça va marcher. J'ai dit qu'il y a des préjugés, il y a des déviances sociales, il y a des choses, mais c'est dans la douceur. C'est comme quand il a parlé tout à l'heure de l'autonomisation de les femmes. Aujourd'hui, les hommes en parlent mieux que les femmes. C'était pour dire que ce discours, on l'entend très rarement en matière de féminisme. Mais on l'entend de plus en plus. On l'entend rarement parce que, à ce qui paraît, ce qu'on a dit, c'est une association de femmes ne pouvant pas rester dans un foyer qui se battent pour que leur ou bien leur sort ne reste pas également dans le foyer et puis c'est pour emmener non, la société comprend de plus en plus, ils comprendront de mieux en mieux. C'est d'ailleurs l'objectif, comprendre ce combat féministe. C'est pour ça qu'on vous remercie. Monsieur Assoga, vous voulez prendre la parole? Bon, je vais même revenir un peu en arrière. Là où le féminisme a commencé en Afrique, dans les années 80, 70-80. Ça a été envoyé d'abord par tout ce qui était mouvement du genre, l'inclusion des femmes, l'autonomisation des femmes, par des ONG, par des organismes internationaux qui voulaient quand même qu'on implique toutes les populations, sans exception, à l'effort de développement. Ça. Effectivement, c'est normal. Je dis même que c'est la chose la mieux partagée. C'est ce qui devrait se faire. Impliquer tout le monde dans l'effort de développement. Maintenant, on implique ça comment? C'est par là qu'a commencé un peu, excusez-moi en griffe, cette déviance a commencé. Les gens n'ont plus voulu respecter les cultures présentes. Ils ont calqué, ils ont fait un copier de l'autre côté, ils ont voulu coller sans prendre le temps de contextualiser. Et en ne voulant pas prendre le temps de contextualiser, effectivement, ça montait une certaine frange de la population pour dire qu'ils entendent genre, ils entendent féminisme, ils se braquent automatiquement. C'est qu'on n'écoute plus le discours, ce n'est plus le plus important le discours. On se braque automatiquement. On ne veut plus entendre parler du genre. Les hommes en ont marre de ce qu'ils se sont fermés. Or, c'est pas si mauvais. Hein. Voilà pourquoi dans Tam, j'ai dit je suis humaniste. Et je pense que même la dame qu'elle a aussi est humaniste. Parce que dans son combat, elle dit
Très bien. Je connais la place de l'homme, je connais la place de la femme. On lutte juste pour que le monde soit plus équitable. Le monde soit plus juste. C'est le mot, ça. Mais on ne lutte. Regardez mes doigts. Vous pensez que c'est la même taille? Il n'y a aucune égalité. Il n'y a aucune égalité. La nature n'a jamais été égale. Elle était toujours équitable. On perd un, on gagne ici, etc. etc. Même tes dents dans ta bouche. Même, merci. Même mes dents dans ma bouche. Merci beaucoup de les hommes. Bon, ok. Je suis tellement encore d'accord avec... J'ai dit, ce problème de féminisme, là, en réalité, d'égalité homme et femme, on peut régler ça soit par la manière brutale, soit par la manière douce. La manière douce, elle a donné un exemple parfait. Et c'est là que vous allez comprendre que les femmes même vivent dans une certaine contradiction illusoire. Bizarrement, on nous dit que la femme, c'est la matrice, c'est la mère. C'est elle qui éduque les enfants parce que le père n'a pas le temps d'éduquer les enfants. Vous allez dans... En fond, souvent, là, j'aime un des professeurs qui dit souvent « Nyon kwesi, nyon kwefa, nyon kwenyon ». Intéressant. Sunu, klegben. Traduction française. Vous ne l'aurez pas parce qu'il n'y a pas les mots exacts. Nous disons ça en français. Ça ne sonne qu'en fond, en fait. Oui, mais bon, en français, on peut dire que la femme est celle qui est censée rester à la maison, garder l'équilibre, le calme à la maison, et puis... En fait, ça ne rend pas le poids de la joie, la vie dans la maison, qui peut c'est la tout femme. arranger. L'homme, il est de dehors. Là où super, bel exemple, même si je ne suis pas un locuteur fort, bel exemple. Là où je voulais en venir. Mais je dis, on règle le problème si jamais les femmes aujourd'hui qui pensent qu'elles sont marginalisées, lorsqu'elles ont un enfant, éduquer les enfants garçons et les enfants femmes de la même manière. Vous verrez que ce sont ces femmes en griffe qui pensent qu'elles sont marginalisées, qui pensent que les femmes souffrent. Elles vous diront aux garçons, c'est toi le roi. C'est toi le chef. Hein. Mais, et puis, lorsque l'enfant garçon là, grandit, il va se marier. Lorsqu'il épouse une femme, et puis la femme dit, ah mon chéri, tu dois venir m'aider à faire la lessive, tu dois venir m'aider à faire la vaisselle. Quand la belle-mère entend, hey, tu dis quoi? Jamais! Il a dit, mais pourtant, de son jeune âge, c'est elle qui se plaignait que son mari la maltraitait. Hein. Mais elle impose cette même façon de se conduire à son fils envers une autre femme. C'est une contradiction bizarre. Et puis vous verrez que dans en tout cas, dans pratiquement toute la société, les femmes même qui sont censées lutter pour elles, avoir un certain niveau d'émancipation, avoir un certain niveau de privilège social, elles disent à leurs garçons, c'est toi le roi. Et malheureusement, ça sonne comme ça, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on est toujours parti sur ces travers. Parce que on a éduqué les enfants, et ces enfants ont grandi, et ça forme une nouvelle génération, etc., etc. Et de génération en génération, c'est elle-même qui devait dire, hé, mes garçons, les femmes, même ta soeur qui est là, elle a aussi des droits. Tu fais la lessive, moi ma mère m'a éduqué en faisant la lessive, ma mère m'a éduqué en faisant la vaisselle. Ma mère m'a éduqué ainsi. Indifféremment que nous sommes femmes, hop. Ça n'a rien enlevé à ma masculinité. Au contraire, je pense même que ça m'a apporté beaucoup plus. Non, aujourd'hui, je suis le plus grand défenseur des femmes. Elle a dit tout à l'heure, je suis même plus féministe qu'elle. Effectivement, je suis d'accord. Dans votre humanisme, dans mon humanisme, je suis plus féministe même que les féministes. Parce que je reconnais quand même que la place... Ça y est, qui a raison. Jusqu'à la fin de la vie, il finira par s'aligner. Nous sommes tous les hommes, pratiquement tous les hommes, en tout cas ceux qui savent que la femme a un pouvoir extraordinaire. En tout cas, je suis de ceux-là qui savent que la femme a un pouvoir extraordinaire, que la nature, que la religion a donné une place privilégiée à la femme. Malheureusement, les femmes ne savent pas qu'elles ont ce pouvoir-là. Elles ne le savent pas parce que il y a le pouvoir de la subtilité, il y a le pouvoir de la pratique. En termes de force, j'aime prendre cet exemple, en termes de physique, les hommes sont plus imposants. Ils sont plus puissants, ils sont plus forts. En termes de subtilité, la femme, elle est largement au-dessus d'un homme. C'est même pas compliqué. Hein. Vous voyez souvent, je donne un exemple banal. Hein. Le couple est là, et puis on dit il y a une décision à prendre, et puis l'homme, comme c'est lui le plus fort, paraît-il, il dit, bon, on va faire comme ça. Ça n'arrange pas la femme, elle se tait, et puis elle attend. 1h, 2h du matin, elle touche son homme, elle dit,
chérie, ce que tu as dit là, et si on faisait comme ça? Ah oui. Et puis le gars dit, est-ce que tu as pris en compte tel détail, tel détail. C'est vrai, tu as raison. Mais si jamais la femme se heurtait et puis elle dit, non, c'est pas comme ça, ça marche, c'est là que vous allez voir le pouvoir de l'homme. C'est là que vous allez voir que l'homme s'impose. Et bêtement, même quand il sait qu'il a tort, il s'impose. Tout simplement parce qu'il a un orgueil un peu trop dimensionné ou surdimensionné qui fait que reconnaître publiquement que la femme, là, elle a raison, pour lui, c'est déjà c'est ridiculiser. C'est diminuer, comme voilà, c'est manquer de masculinité, de force. Donc, la femme, elle est dans la subtilité. Et quand elle comprend son pouvoir, je vous promets qu'elle dirige son homme là du bout des doigts. L'homme devient peut-être même pratiquement une marionnette dans sa main. Mais, faut pas utiliser ce mot. Non, je vais utiliser ce mot. Bon. C'est pas forcément négatif. C'est pas négatif. Moi, je comprends ce qu'il dit. C'est pas forcément négatif. Faut pas que les hommes l'attaquent après. Non, c'est ça. Donc, bon, il y a aussi ça. C'est comme ça. C'est dans la subtilité que les femmes arrivent à exercer le pouvoir de domination sur les hommes. Mais, dans l'espace public, souffrez que les hommes souvent prennent la parole. Souvent prennent pas le dessus, mais souvent se mettent devant les choses. Il a si bien dit, quand je vois dans la société Adia, quand je vois dans la société peut-être Yoruba, même Akan, parce que j'ai grandi aussi avec les Akan, mais je vois combien de fois les femmes sont chouchoutées, sont choyées. Oui. Et un jour, bon, pour le donner exemple, il y a une amie qui me disait qu'elle aimerait qu'un Haoussa l'épouse. J'ai dit pourquoi? Elle dit, chez les Haoussa, le monsieur est prêt à aller se sacrifier, à se plier en 8, en 16 pour que la femme soit heureuse. Parce que pour lui, tant que sa femme n'est pas heureuse, lui, il n'est pas heureux. Il n'est personne. Il n'est personne dans sa société. Voilà. Il n'est personne dans sa société parce que sa femme n'est pas heureuse. Est-ce que vous voyez la dimension que représente la femme pour la communauté Haoussa, par exemple? Et c'est pratiquement pareil. Hein. C'est exprimé de différentes manières. Mais c'est un sens assez univoque. Okay. D'accord. Alors, vous avez donné des exemples très intéressants pour mieux expliquer la chose. Mais le sociologue a dit qu'on a fait du copier-coller. Et ce copier-coller-là nous amène à peut-être adopter des lois dans notre société. On pense que ça arrange la femme. Récemment, voté une loi sur le harcèlement sexuel. Est-ce qu'ainsi, ça arrange? Madame Angèle, pardonnez, je vais répondre rapidement à la question. Pardonnez, je sais que la question ne t'était pas destinée. Mais pardonnez, je vais répondre. Je suis complètement d'accord pour cette loi. En réalité, je suis même pour cette loi. Non, l'application même de cette loi. Est-ce que c'est qu'on est pour ou contre? On ne dit non. Enfin, je vais repréciser ma question. C'est pas un pour ou contre. C'est un exemple qui est donné pour poser ma question. Est-ce que la manière dont on fait la lutte, qui nous amène à légiférer sur certains aspects, peut-être qu'on n'a pas le temps d'étudier et qui se retrouve contre les femmes? C'était ça la question. Madame Angèle, je vous vois hors plateau. Je vous fais la cour. Vous me dites non. Ok, je change de stratégie. Si mon intention est noble envers vous, je change de stratégie. Mais je ne suis pas obligé d'utiliser les mêmes stratégies, le même stratagème pour dire non, il faudrait coûte que coûte, Madame Angèle. Tous les hommes n'ont pas les mêmes stratégies. D'accord. Maintenant, je suis enseignant. Dans le cadre éducatif, je suis enseignant. C'est mon enseigné, c'est mon élève, c'est mon apprenti. Je fais la cour à mon élève. Éthiquement, ce n'est même pas raisonnable. Éthiquement, ce n'est même pas raisonnable. Je dis, on se voit hors campus, on se voit hors école, on se voit dans un autre monde assez profane où je ne suis qu'un simple citoyen, tout comme Madame Angèle aussi est un simple citoyen. Là-bas, tout est permis. Je peux vous faire la cour, mais en ne prenant pas position sur mon grade d'enseignant ou sur ma fonction d'enseignant. En ce moment-là, je ne m'appuie pas sur mon rôle qui est d'enseigner, qui est de fournir une éducation. Non, je ne m'appuie pas dessus pour pouvoir faire peut-être si. Maintenant, les femmes, là, on doit insister beaucoup pour avoir. J'avais fait une remarque simple aujourd'hui, tout à l'heure même sur le plateau, qu'il y a des mots qu'on dit dans nos langues nationales que transférer en français ne rend pas justice. Ça ne rend pas justice. C'est pour dire simplement que les mots utilisés peut-être pour écrire ce texte de loi-là, peut-être vous choquent. Mais dans les faits, les enseignants comprennent ce qu'on veut dire.
On n'a jamais interdit qu'un enseignant prenne un élève pour femme. On n'a jamais dit ça. Mais ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait des conflits. C'est-à-dire quoi? Celui qui est un enseignant a un pouvoir sur son enseigné, sur l'apprenant. Qu'on n'en arrive pas à des dérives du genre, parce que j'ai parlé des déviances. C'est en fait cette déviance qui amène à ces genres de tests, à ces luttes qui font qu'on se heurte pour rien. Si l'enseignant sait que je suis un enseignant, je n'ai pas le droit de porter atteinte à l'éducation de son apprenant, la société se porte bien, il n'y a aucun souci, on n'aura pas à prendre cette loi. Mais c'est parce qu'on a beau dire, ça ne marche pas qu'on s'est dit, bon, la loi en fait est dissuasive. Oui. C'est pour dire, si tu fais, c'est ce qui t'attend, hein, et tu te reprends. Parce que vous et moi, on est allés à l'école, on n'a qu'à être sincères. On a rencontré des enseignants qui ont fait cours, et vous ne vouliez pas, malgré les insistances. Mais on vous a pénalisé. On a fait des compositions où on nous a dit qu'on n'a pas retrouvé nos copies, alors que vous êtes allés quand même composer. Je ne vais pas donner des détails plus poignants que ça. Vous êtes allé à l'école où vous avez travaillé plus que vous, et c'est vous-même qui avez dit même à celle qui est à côté, et lui, il a plus de points, vous avez 0. Parce que l'enseignant veut et il n'a pas trouvé. Ce n'est pas juste. Et donc, quand il y a cette déviance dans la société, souffrons tous qu'il y a des moments donnés qu'on dit. On tape du poing sur la table. Si tu fais, voilà ce qui t'attend. Ça a beau faire mal. L'obéissance à la loi concerne presque tes libertés. C'est clair. L'obéissance à la loi concerne presque tes libertés. La dissuasion, elle est là. Maintenant, pour en revenir à notre débat, oui. Je répète et je dis que la femme ne doit jamais oublier son rôle subtil. Moi, je dis vulgairement son rôle d'émotive. Parce que l'homme est raison. Quand on dit à l'homme 2 plus 2, ça fait 4, la poule, là, c'est toujours ça. Ou bien c'est 1 plus 3 qui fait 4. L'homme va toujours raisonner comme ça, carré. Mais c'est à la femme d'être un peu plus souple. Et c'est pour ça aujourd'hui, moi, j'ai du plaisir à suivre ceux qui font ces combats-là. Et c'est pour répondre à votre question du début, pourquoi je suis devenue... Pour moi, j'ai du plaisir à plus travailler avec des hommes. Parce que quand vous les écoutez, quand vous prenez leur raisonnement, et que vous ajoutez un peu de subtilité, vous avez le résultat. Vous avez le résultat. Et c'est les hommes aujourd'hui qui feront ce combat et nous allons gagner. Parce que c'est encore eux, malheureusement, dans la société dans laquelle nous sommes patriarcales, qui ont la parole, qui ont plus la voix, même si des femmes comme moi parlent là, qu'on veut ou pas là. C'est les hommes. Parce que si on parle ici sur le plateau, si un père écoute et qu'il trouve que ce que je dis est intéressant, qu'il prend ça et qu'il diffuse dans sa famille, ça aura de résultats. Forcément. Mais si moi je vais être dans la famille et je dis, il faut laisser ton affaire, tu es femme. Je suis chef de famille, je ne suis pas chef de famille. Donc on aura forcément besoin des hommes dans ce combat. Et c'est pour ça que je dis que malheureusement, on ne donne que ce qu'on a reçu. La plupart de celles qui ont commencé par faire ce combat au départ n'avaient pas certaines informations. Et donc s'ils sont mal pris, on ne peut pas leur en vouloir. Parce qu'il a fallu que cette personne ou cette personnalité commence le combat pour que nous aussi, on soit aujourd'hui ici à dire qu'il faut améliorer. Bien donc, quand tu ne tombes pas, tu ne connais pas la force de rester debout. Ah oui. Donc, il faut tomber, se relever, réaméliorer le combat, recontextualiser chaque fois que nécessaire le combat. C'est pour ça que quand il y a une loi, à un moment donné, on dit on révise, on relit. Parce qu'on sait que c'est perfectible, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, chaque jour, on va améliorer au regard de ce que, ou des changements qui vont intervenir. Mais aucun combat la femme ne fera, ou aucun combat féministe ne se fera si on va en s'opposant chaque fois aux hommes dans la société. On a besoin d'eux. Et c'est pour cela que, sans dire le nom d'un projet, de plus en plus, quand moi je suis avec les ONG sur le terrain, que je les entends dire, nous avons besoin des hommes. Et moi j'ai du plaisir, vous savez, de plus en plus je suis sur le terrain, j'ai du plaisir d'entendre des hommes dire, moi je suis prête à tout faire pour que mon enfant aille à l'école. Parce que quand mon enfant va aller à l'école jusqu'à un niveau là, s'il ne commence pas à faire telle chose là, elle va mieux se sentir et elle pourra aider son mari à faire quelque chose. En fait, c'est le choix des mots. Et c'est pour ça qu'on a besoin des techniciens pour nous aider à trouver les bons mots, la subtilité des mots à utiliser pour atteindre et avoir le résultat. Et je sais que ça marche parce qu'eux aussi, ils sont ils sont sur le terrain et ils savent que quand c'est comme ça, il n'y a pas de cliché dans la société qui va vous bloquer. Hein. Quand moi je vais quelque part et je dis par exemple aux gens, c'est à cause des hommes que je suis ce que je suis aujourd'hui. Puis c'est une fierté pour les hommes. Ils se disent, voilà une qui n'est pas ingrate. Oui, exactement. Parce que quand il y a de l'ingratitude dedans, vous êtes bloqué. Donc il faut que nous, femmes aussi, on accepte de dire que effectivement nous sommes par des hommes. Et toutes celles qui font partie du combat féministe aujourd'hui et qui font ce combat,
nous sommes à même de dire que c'est des hommes qui nous soutiennent et qu'on avance. Quand tu es femme et que tu as tes problèmes à la maison, tu es mariée et que tu dis que tu es féministe, quand ton mari ne te soutient pas, toi-même tu n'as même pas la force de faire le combat. Oui, parce que tu n'as pas la force. Mais par contre, quand tu fais une activité et tu dis, papa, tu as suivi, et vous faites votre débrief, tout ce que vous voulez dans votre ONG dehors, et à la maison, votre mari vous dit, tu aurais pu dire ceci, tu aurais pu ne pas faire ceci, tu aurais... Excusez-moi, ça marche. Bon, vous avez déjà enrôlé deux hommes ici, donc le combat... Non, moi je pense qu'elle m'a bien rejoint. On va au plateau travailler mieux en tout cas. Ensemble, ça c'est clair. Non, ce que je tire et ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que c'est tellement bien dit, c'est que le combat féministe aujourd'hui ne se situe pas au niveau où nous sommes en train de le porter. Et il faudrait contextualiser et travailler plus dans le rapport femme-femme, plus éduquer, je ne vais pas dire sensibiliser, mais éduquer plus les femmes. J'ai envie de dire, foutez la paix aux hommes, parce qu'ils sont déjà acquis à la cause. Chaque femme acquise, c'est tout un monde d'hommes qui l'accompagnent. Et les dragueurs, et les titulaires. Tous là, ils vont embarquer. Donc, il faudrait déjà que les femmes se disent, le problème dans le féminisme, c'est nous-mêmes. Tout simplement. Je suis d'accord. Et c'est à elle de commencer par prendre les dessus. Elle a parlé d'éducation, je reviens dessus. C'est tellement bien dit. Parce que quand on parle aujourd'hui, toi qui portes le message, entre guillemets, tu es qui? Quelle est ton identité? De tes cheveux à tes ongles, c'est quelqu'un qui les paye. En clair, tu es la propriété de quelqu'un d'autre. Et tu viens réclamer les droits. Quelque chose, un droit, alors que tu ne t'appartiens pas. Donc, il faut commencer déjà par faire le combat de son identité personnelle. Issue en tant que femme, aussi. Il faut l'accepter, il faut le connaître. Je m'en fous de tu es célibataire, c'est un choix. Il faut avoir des valeurs propres. C'est un choix. Tu peux être célibataire, sans enfant, avec enfant, mais tu as tes valeurs, tu as tes principes, tu connais ton identité. Et c'est à partir de là que tu vas traîner ou accompagner quelque chose. Mais tu es propriété de quelqu'un, tu te vends, et puis bon, tu viens, quand tu es en train de le dire, elle vient de le dire, hein, c'est quelqu'un derrière l'écran qui dit, mais c'est Léa qui est en train de raconter les choses comme ça. Quand elle va descendre là, on va se voir. Ça déjà, ça ne te permet pas d'aller de l'avant. Juste parce que devant cette personne, ce que tu es en train de vendre est en porte-à-faux avec qui tu es. Et dans le fond. Donc, les femmes aujourd'hui, oui, féminisme, c'est bon. On contextualise, mais il faut apprendre à s'éduquer réellement. Les hommes, je le dis, on n'a même pas besoin. Je n'ai pas encore vu un homme qui soit contre. Je n'ai pas encore vu un seul homme qui soit contre. Vous avez la réponse? Tu sais, moi je suis artisan, acteur, socio-communautaire, humaniste, mais je n'ai pas encore vu, même dans les couvents où on va, partout, il n'y a pas un seul qui soit contre. C'est toujours les femmes qui, par méconnaissance de leurs valeurs, de leur place, de leur rôle, se plaignent. Je pense que le combat, il faut vraiment le restituer. Et c'est plus aujourd'hui à nos sœurs, à nos jeunes sœurs qu'il faut parler. C'est la conclusion? Non. C'est pas tout ce qui vient qu'il faut prendre. C'est pas tout ce qui vient qu'il faut prendre. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qui vient dérouter ou bien désorienter le combat, c'est, j'ai envie de dire, la prolifération des comment vous les appelez? Réseaux sociaux? Non, pas réseaux sociaux n'a rien à voir, mais des comptes valeurs? Ce qu'on dit, quoi là, c'est le... Ça fait quoi? Ceux et celles qui disent que c'est eux qui donnent maintenant les modèles, les influenceurs. Ok. Ouais, c'est tellement, je ne sais pas, mais non, c'est toujours le dans même mon inconscient, c'est toujours le même problème, le choix des mots, la posture, ce qu'on reflète à la société. C'est en fait ça, moi, mon truc. Donc, il faudrait on revienne vraiment à nous, qu'on sache que d'où nous venons là, il y a beaucoup de valeurs. Je prends un exemple. Chez moi, dans le mono, quand vous êtes un parent
quel que soit votre statut, quel que soit votre niveau de pauvreté, quand votre enfant, vous n'avez mis aucun enfant à l'école, vous n'êtes personne dans le village. C'est ça. Personne. C'est là même où on vous traite de très pauvre. Donc, quand tu vas, quelle que soit je vais dire l'ethnie mono là, quelle que soit sa pauvreté, fille ou garçon, ils sont les champions dans la scolarisation. Quand vous prenez les statistiques, on est autour des 98, c'est-à-dire mettre à l'école là, c'est pas un problème. Maintenant, c'est le maintenir. Et là, ce qui est bien, c'est que autant les filles que les garçons, ils ne maintiennent pas. Lui fait l'effort de te mettre à l'école. Quand tu as le CEP, c'est une grande fierté pour tes parents. En tout cas. Fille, tu as le BPC, ah bon, c'est la fête. Fille, tu as le bac, bon, ton pays devient le roi. Et fille, tu es devenue une personnalité. Tu vois, là, on le respecte, bon, mais juste pour dire quoi, ils ont la conscience. Oui. Ils savent. Ceux-là, est-ce que c'est le blanc qui vient leur dire, non. La fille doit aller à l'école, la fille, si, non. D'accord. Donc, dans nos cultures, arrêtons de faire comme si nous sommes ignorants, comme si nous sommes toujours baba à l'état primitif et que c'est ce qui vient de là, c'est ça. Non. Il y a tellement de valeurs, il y a tellement de choses, comme je le dis, nos cultures portent mieux les femmes que les cultures occidentales. Voilà, donc pour vous aussi, il faut réorienter le combat, sinon en l'état, ça n'arrange pas forcément la femme. Non, en fait, quand on dit même en l'état, c'est que l'interprétation que certaines femmes combattantes font, c'est pas toutes. Parce que ici, quand j'entends Léa, j'ai dit, bon, s'il y avait seulement 5 femmes comme elle dans le combat là, qui portent, parce qu'on la connaît, hein, femme de médias comme ça, 5 comme ça là, je pense que le message va changer. Mais malheureusement, tu vas chercher dans un lot de 100 femmes féministes, elle va être peut-être la seule ou la seule et demie qui porte ce message comme ça. Ça va changer. Et c'est ça qui est malheureux. Mais il y en a plein. Et malheureusement, les institutions, Maurice en a parlé tout à l'heure, quand ils entendent, il y a une institution, une ONG féministe portée par une femme, ils ne veulent pas savoir les valeurs de la femme. C'est là on gouffre tout. Et malheureusement, elle n'a pas les bonnes orientations, elle n'a pas la bonne pratique de la chose. Et ça se perpétue, ça se perpétue. Toi, homme, qui porte mieux le message, mais qui demande on dit non, tu es un homme, donc tu es classé dans ceux qui sont les topières. C'est là qui dit adoro. La femme n'est que femme qu'à travers ce que la culture a décidé pour elle. Ça peut-être, voilà pourquoi je dis je suis humaniste. Et non, vous revenez là-dessus. Oui, je suis humaniste. Choquez-nous, allez-y. Non, je suis tellement humaniste. Je suis tellement humaniste qu'on me considère comme un féministe. Oui, mais je porte aussi la casquette, ça ne me gêne pas. Mais je suis humaniste, foncièrement humaniste. Et dans cette humanité, dans cet humanisme, je dis, chaque culture a ses normes, a ses règles. Il ne revient pas à une autre culture de prétendre être supérieur à une autre culture. Non. Nous avons des valeurs universelles, certes. Nous avons aussi des particularités. Et en fonction de chaque particularité, les femmes se sont vues assigner tel rôle ou tel autre rôle. Il ne revient pas forcément à une autre culture, à une autre civilisation, de dire que vous, votre civilisation, c'est une mauvaise civilisation parce que notre civilisation a donné le droit de parole aux femmes publiquement. Mais souvent quand je regarde certaines cultures, certaines civilisations, et puis je vois de la manière dont les femmes sont traitées, et puis j'ai comme l'impression que ces civilisations veulent nous imposer aussi une autre façon de traiter nos femmes. Je suis un peu choqué souvent. Je suis un peu choqué. Je vais donner un exemple simple. Quand nous sommes dans certaines sociétés africaines, par exemple, quand nous sommes chez les Yoruba, quand nous sommes chez les Adja, quand nous sommes chez les Bariba, etc., etc., les cultures ont mis la femme à une telle position que on ne peut pas faire sans elle. C'est impossible. L'homme et la femme doivent toujours marcher pas à pas, côte à côte, pour pouvoir réaliser un projet social.
Soyez vous-même, soyez un reflet, une image qui agrée les personnes qui sont devant vous et nous irons loin dans ce combat que nous portons. Et il faut faire l'effort de pousser loin les limites que nous avons énumérées ici parce que la femme n'a rien à envier à l'homme. Les hommes l'ont dit, vous l'avez entendu sur ce plateau. Nous n'avons rien à leur envier, mais nous avons à être femmes, à être aimantes, souples, à être ce que nous sommes pour gagner le combat. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Voilà ce que c'est que le féminisme. Très belle journée.